Bienvenue sur Widata, la chaîne des données et du code. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur l'analyse statistique, et cette fois-ci avec l'analyse exploratoire. On se revoit tout de suite. Donc maintenant ici, nous allons reprendre notre partie sur l'analyse statistique. Donc ici, nous sommes à l'analyse exploratoire. Si jamais vous ne comprenez pas ce qui se passe ici, on est bien dans RStudio, j'ai juste simplement changé de thème et j'ai agrandi la fenêtre de script. Et ici, on est dans un R Markdown qui est un document qui permet d'écrire du texte et de pouvoir utiliser le code. Ne vous sentez pas perdu, voyez simplement comme si c'était des scripts, mais avec du texte en plus. Alors, où en étions-nous? Alors, nous avons fait notre plan, une vidéo sur le plan et la recherche, une vidéo sur la préparation et le nettoyage des données, et aussi une vidéo qui présentait à peu près toutes les étapes de manière soit pratique ou théorique. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse exploratoire qui va précéder les vidéos sur l'analyse descriptive et sur l'analyse inférentielle qui seront en plusieurs parties. Ici, ce n'est pas trop sûr comment c'est subdivisé, mais peut-être que ce sera plus. Et pour finir, on aura les présentations des résultats. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur l'analyse exploratoire. Alors, qu'est-ce que l'analyse exploratoire? Donc, c'est un moment où on va essayer d'en apprendre plus sur nos données, même si on a parfois des codebooks qui nous permettent de pouvoir savoir les variables qui sont dedans et comment les données ont été faites. Regarder les données concrètement, ça nous aide à comprendre comment elles fonctionnent. Alors, on peut le faire à plusieurs étapes, déjà avant le nettoyage de données ou après l'analyse descriptive. Quand on le fait avant le nettoyage des données, c'est généralement pour nous aider à sélectionner des variables. Ça nous aide aussi à comprendre nos données et aussi à gérer les valeurs manquantes. Quand on le fait avant l'analyse descriptive, en général c'est pour contrôler si le nettoyage a bien été fait, c'est pour voir aussi les premières distributions, voir comment les variables se comportent, et voir aussi les relations entre nos variables avant de commencer une analyse descriptive en profondeur. Donc ici je vous propose ce plan, déjà je vais vous proposer nos deux données qu'on va utiliser, donc que j'ai catégorisées en deux parties, donc les propres et les sauvages. Ensuite on va voir les fonctions du pass R et de taille diverse, les fonctions de Skimmer, de Data Explorer, de Delooker et de JGALI. Donc tout ça, ce sont des packages supplémentaires si jamais. Alors nos données. Alors si vous vous souvenez, je les ai divisées en deux parties, donc les propres et les sauvages. Par propre, j'entends des données qui ont été nettoyées déjà avant et qui ont déjà une certaine structure et une certaine standardisation, qui ont été nettoyées par des instituts spécialisés et qui ont aussi des labels et des codebooks. Donc par label, ce sont du texte qu'on ajoute pour pouvoir comprendre ce que les variables font, et codebook, c'est le livre que nous lisons qui explique comment a été construit et faite l'enquête avec des nombreux détails sur les valeurs des variables. Par données sauvages, j'entends des données qui ont été ramassées, donc généralement collectées manuellement et pas avec l'idée forcément de faire une belle analyse derrière, qui sont impropres à l'analyse de base et qui vont demander plus de travail au nettoyage. On parlera de ça bien plus dans des futures vidéos, surtout sur la manipulation des données avec taille diverse. Dans le cadre de cette vidéo, je vais présenter des données propres et sauvages, mais en fait les deux données sont relativement propres. C'est juste que celles-ci auront des labels et celles-ci non. Mais on peut faire des données beaucoup plus sales que ça, mais ça prendrait du temps dans la vidéo pour rien de les nettoyer. Donc ici c'est la liste des packages qu'on va utiliser. Donc si jamais quand vous faites install package, vous l'installez une seule fois et après ce genre de choses ne doit plus apparaître dans votre code. Et après vous lancez les librairies et ça c'est à chaque fois que vous recommencez une session dans R, vous devez lancer les librairies. Alors vous comprenez que je vais pas faire ça parce que je les ai déjà. Mais je vais lancer ça. Et pendant que ça charge, je vais vous expliquer ce qu'on a. Donc ici on a Haven, c'est pour importer des données qui sont étrangères à R, donc qui ne sont pas de R. Typiquement Stata, SAS, SPSS, etc. Ici, tidyToSDayR, c'est un package qui va nous permettre d'obtenir des données très variées, et je rentre en détail plus tard. Labeled, c'est un package qui permet de gérer les labels, comme SJLabeled. Tidyverse, on ne le présente plus, si jamais on a toujours nos deux vidéos d'introduction sur Tidyverse. Skimmer, qui est un package qui va permettre d'améliorer l'aperçu des données. Data Explorer, comme son nom l'indique, permet d'explorer les données. Delooker est un puissant package d'exploration de données, vous allez le voir tout à l'heure. Et JGALI, qui est un super package de visualisation, qui est basé sur ggplot2. Donc, dans nos données qu'on catégorise entre guillemets comme propres, on a le World Value Survey. Le World Value Survey, c'est un programme de recherche international qui est consacré à l'étude scientifique et universitaire des valeurs sociales, politiques, économiques, religieuses, culturelles des peuples du monde. Et on l'a déjà traité de ces données dans notre série de vidéos, donc ce sont des données qu'on connaît déjà. Et ici, j'ai pris le pays de la
Bolivie. Le lien, si vous voulez collecter les données qui sont gratuites et bien fournies, sera en description. Donc on peut charger les données maintenant, et on peut voir à quoi elles ressemblent. Et voilà, donc maintenant on peut voir toutes les données. Donc on voit qu'on a 2067 lignes et 394 colonnes. Donc 2067 individus ont répondu et 394 variables. Donc ici, si vous déplacez de cette manière-là, vous voyez toutes les variables. Et ici, si vous vous déplacez de cette manière-là, vous descendez en ligne. Comme vous pouvez le voir ici, on a la ligne 21 à 30 sur 2067. Et si je bouge, vous voyez qu'on est à 31, 40. Donc ici, en bas de chaque variable, on a les informations sur le type de données qu'elles ont. Et ici, ce sont des données labellisées, comme c'est écrit. Alors ici, avec ces premières données, on peut déjà faire un premier type d'analyse. Ce sont les analyses des labels qui nous permettent de savoir ce qu'il y a dedans. Ici, on va lancer la première fonction qui vient de sjlabeled. Donc ici, qui va nous permettre de voir le label des variables. Donc ici, on a le nom de la colonne. Et ici, on a le label qui lui est assigné, qui est là pour l'expliquer. Donc ici, pour chaque variable, donc on a un label. Typiquement, on peut prendre celui-ci, hSettlement, qui va dire que c'est le type de settlement. Donc c'est assez informatif pour savoir ce que chaque variable fait. Ensuite, il y a des labels pour les valeurs des variables. Et ici, elles vont pouvoir nous permettre de décrire que représente un 1, que représente un 0, que représente un -2. Donc je vais juste lancer cette ligne-là. Et donc ici, pour chaque variable, donc ici on a le nom de la colonne, on a les modalités qu'elle peut prendre. Donc ici au début, elles prennent toutes la même modalité parce que c'est pour dire que c'est un travail fait sur la Bolivie avec ses propres caractéristiques. Mais si on commence à regarder l'année, on peut voir l'année de l'enquête. On peut voir aussi différents types de réponses qu'il peut y avoir. Et quand on descend plus bas, on a beaucoup plus d'éléments de réponse. Alors le seul problème, c'est que le 1 ne correspond pas à la valeur 1. Là, c'est censé être un 2. Ici, en fait, le numéro indique juste le nombre de valeurs disponibles, donc de labels pour les valeurs. Donc ici, c'est un 9, ici, c'est un 10, si jamais. Ici, c'est un 5, et donc le suivant, c'est un 6, 7, 8, 9. Maintenant, il y a le package Labeled qui permet de mieux gérer les labels, d'après moi. En tout cas, c'est mon favori. Et ici, on peut utiliser la fonction lookfor. Et elle, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va combiner, en fait, les deux fonctions qui sont ici pour avoir une visualisation en une fois. Alors ici, vous pouvez voir que pour chaque variable, on a son nom, on a le label qui lui est assigné, donc le label de la variable, on a le type de la variable, donc ici c'est un double, un chiffre avec un label, et ensuite ici ce sont les labels que les chiffres prennent. La première colonne indique le chiffre, la deuxième indique le label. Donc ici c'est les années, donc on voit pas trop bien, mais si on prend quelque chose d'autre comme par exemple ça, on peut voir qu'il y a les régions, et pour les régions, on a ces numéros possibles, et pour chaque numéro, il y aura une correspondance à un label. Ensuite ici, j'ai mis ça parce que si on descend tout en bas, on est limité, il n'y a pas tout qui s'affiche, donc si vous voulez faire plus, faites plus que 1000, et allez sur Option, Max Print, et dites un chiffre. Là j'ai mis 2000 au hasard, mais vous pouvez prendre plus. Alors pour pouvoir faire de l'analyse exploratoire, c'est toujours bien de pouvoir réduire le nombre de variables pour pouvoir avoir des résultats lisibles. Et ici, on va faire de la manipulation de données ou du nettoyage de données, et simplement, on va utiliser les éléments du tidyverse. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ça c'est une pipe function, c'est ça qu'on retrouve ici, qui veut juste dire ce qui se trouve à gauche ou avant, mets-le dans le suivant. Et ensuite, cette fonction permet de choisir toutes les variables qui commencent par Q9. Donc ça, ce sont des fonctionnalités du tidyverse. Si jamais vous avez de la peine à comprendre, vous pouvez aller voir nos 2 vidéos dessus. Les liens seront en description. Et ensuite, on va transformer les labels en catégories. Donc ici, vu que je mets tout ça dans une variable ou dans un objet, normalement, il n'est pas censé m'afficher ce qui se trouve ici. Mais vu que j'ai ajouté les prints ici, on va pouvoir voir ce qui se passe à chaque étape. Donc le premier print, donc ce résultat ici, c'est après avoir sélectionné nos variables. Ici, on a sélectionné toutes les variables qui commençaient par Q9. Donc là, on a Q9, Q90, Q91, etc. Donc vous voyez qu'ici, on a toujours les labels avec les numéros. Et ici, vous voyez que les labels n'ont pas encore été mis dessus. Une fois qu'on a passé le premier print pour un fichier, là, on a le asFactor. Ici, j'ai mis Haven, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez même le retirer tant que vous avez chargé la librairie. Et donc ici, quand vous faites asFactor, vous transformez les chiffres qui se trouvent ici en facteurs, et donc il va reprendre les labels. Et c'est assez pratique, comme ça vous avez tout ensemble. Et vous voyez que ici, ce sont devenus des facteurs, et ici on a les informations. Maintenant, on présente les données sauvages, donc qui viennent du tidyTuesday,
Alors le Tidy Tuesday, c'est un projet hebdomadaire de données sociales. En fait, c'est juste des données qui se partagent. Avec ça, chacun peut travailler et trouver des résultats et les partager à d'autres gens. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait souvent dans R. Sachez qu'il propose ces données toutes les semaines et ce sont des sources variées. Donc ce sont des grandes sources de données pour s'entraîner. Les données sont très variées et intéressantes. On a pour les statistiques, le text mining, l'analyse de réseau. On a aussi des enquêtes, des données qui sont basées sur des films, des séries, des données d'instituts officiels ou dans des domaines spécifiques tels que la géographie. Alors ce sont des bonnes données parce qu'elles sont proches du terrain et de la réalité, c'est-à-dire que très souvent vous allez trouver des données sous ce format-là. Et ce sont des données non standardisées, non labellisées comme celles qu'on a en haut, mais celles-ci elles sont tout de même propres. Le Tidy Tuesday dure depuis 2018 et cette année ça continue toujours, donc toutes les semaines vous allez retrouver des données. Donc ici on va voir les données disponibles pour l'année 2019. Alors vous voyez maintenant que cette fenêtre s'est ouverte juste en bas, donc on va faire de la place pour voir ça, pardon. Donc ici ça va présenter ce que c'est, donc je vous laisserai l'occasion de le lire si vous avez le temps. Et en bas ici il va nous présenter les données de l'année que j'ai choisie, ici c'est l'année 2019, et ici vous pouvez voir qu'on a un peu tout. On a des données qui viennent de Twitter, on a des données sur le prix des maisons aux États-Unis, on a vraiment de tout. Et ça c'était pour l'année 2019, mais vous voyez que ici on a une cinquantaine sur vraiment tout. Et ici il présente aussi des liens utiles, donc là vous verrez ça que pour 2019, si vous regardez 2022 ou 2023 ou autre, bah, vous n'aurez pas ces informations spécifiques. Et ici, ils vont nous montrer des sources de données bien pratiques si on veut s'entraîner. Maintenant, les données que je vais choisir, c'est des données sur Scooby-Doo parce que pourquoi pas. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une série. Et avec ça, on va pouvoir analyser de quoi ça parle. Donc, si je lance cette partie-là, vous voyez qu'on a une présentation de ces données. Donc, ici, une belle illustration de ce que c'est. Et ici, ben, en fait, c'est des données sur les épisodes de Scooby-Doo. Après, plus tard, ben, vous pouvez voir toutes les variables qu'il y a dedans, leur type et une description de ces variables. Maintenant, on revient sur nos données, et pour pouvoir récupérer ces données, il suffit juste de faire tidy choose data, les données que j'ai créées ici, et ensuite vous ouvrez avec un $, et normalement, il devrait vous proposer des données, et ici, les données, c'est Scooby-Doo. Maintenant, on peut voir de quoi elles ont l'air, ces données. Donc ici, comme on peut voir, il y a les noms des variables. Ici, on a les types, donc là, on voit qu'on a des caractères, on a une date même ici, et plein d'autres informations. Donc 75 variables et 603 épisodes, puisque c'est notre unité d'analyse. Pour l'analyse, on va choisir les 10 premières colonnes, comme ça on est sûr qu'on n'a pas trop de données, et on va mettre ça dans sauvage. Maintenant, la première chose qu'on peut faire pour voir nos données, c'est utiliser la fonction view. View va nous permettre d'ouvrir un tableau. Et ici, on a un tableau des données du World Value Survey, et vous pouvez voir que là, nous avons le nom des variables, et en dessous, nous avons leur description. Et ici, à la place des numéros qu'on avait avant, on a directement les labels qui sont ajoutés. Donc c'est super pratique et c'est super bien si on veut analyser les données. Je note aussi au passage que cet affichage n'est pas forcément dans toutes les données, ça arrive seulement lorsqu'il y a des données labellisées et bien labellisées. Si on regarde les données cette fois-ci sauvages, nous voyons que nous n'avons que les noms des variables et ici on a les valeurs qu'il y avait de base. Donc c'est pas exactement la même chose, d'où aussi l'appellation sauvage, mais celles-ci restent quand même propres. Ensuite on peut voir la structure des objets, donc ici on peut lancer propre. Donc ici c'est très difficile à lire parce que on a des labels, mais ici on a le nom de la variable, on a son type, on a les levels, donc les niveaux ici. Donc ici ils sont pas tous mis. Ensuite on a les premières valeurs. Et après ici on a les attributs, donc ici c'est de nouveau les labels. Et on a ça pour toutes les variables qu'on a ici. Si on fait la même chose pour sauvage, on se retrouve avec la même chose, sauf que cette fois-ci les labels ont disparu et ça rend les choses un peu plus lisibles. Donc on a toujours le nom de la variable, on a son type, on a sa taille, donc sa longueur, et les premières valeurs. Donc ici, ça nous permet d'avoir un premier aperçu de toutes les données. Maintenant, summary, qui est une fonction très connue, qui va nous permettre de pouvoir avoir nos premières descriptions statistiques. Typiquement ici, on n'a que des données catégorielles et il va nous compter simplement chaque occurrence, combien de fois elle apparaît. Donc ici, pour les catégoriels, rien d'impressionnant. Après, c'est lorsqu'on commence à avoir plusieurs types de données que ça devient intéressant, parce que ici, on a des caractères, mais lorsqu'on a des chiffres, on commence à avoir des informations comme le minimum, le maximum, le premier quartile, le troisième quartile, la médiane et la moyenne. Et pour les dates, on a à peu près la même chose. On a la date la plus ancienne, la date la plus avancée, et après séparation des dates selon leur position. Et pour le texte, on n'a pas beaucoup d'informations, c'est juste que c'est des chaînes de caractères. Ensuite, on peut passer aux fonctions du tidyverse. Donc ici, on a un view.
qui est comme le premier view qu'on avait en haut, sauf que lui c'est créé avec une minuscule, alors que le premier c'est créé avec une majuscule. Donc on peut faire la même chose, view avec les propres, et on obtient exactement la même chose. Mais il faut avoir le package tbolt chargé. Ensuite on a glimpse, qui nous permet d'avoir un coup d'œil parallèle, c'est comme str, sauf que cette fois-ci, pour les données propres, ne va pas faire apparaître les labels. Et en plus, j'aime bien la manière dont il les range parce que ça a l'air moins fouillis. Le nom, le type et les premières valeurs, avec comme information en plus le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et donc pareil pour sauvage, rien d'impressionnant ici. Ensuite, on commence avec notre premier package d'exploration de données. Donc ici, on va utiliser qu'une seule fonction, c'est scheme du package schemer. Ici, ça va nous permettre d'avoir un bon aperçu de nos données. Ici, c'est la version dans R Markdown, mais vous allez voir qu'elle est quand même bien lisible. Donc ici, elle va nous dire le nom des données, elle va aussi nous dire le nombre de lignes, elle va nous dire le nombre de colonnes, elle va nous dire aussi pour les colonnes, quel type elles sont. Donc ici, il nous a compté 11 facteurs, donc 11 variables catégorielles. Et ensuite ici, elle va nous faire apparaître les informations pour ces variables catégorielles, donc en un tableau. Donc ici, elle va commencer par le nom, elle va dire combien il y a de valeurs manquantes, ici il y en a 0, elle va dire le taux de complétude, donc c'est un nombre qui est entre 0 et 1. 0 ça veut dire qu'il n'y a que des valeurs manquantes, 1 ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur manquante, et typiquement si on a un nombre entre les deux, comme par exemple 0.7, c'est-à-dire qu'on a 70% de données complètes et 30% de données manquantes. Donc c'est bien pratique pour pouvoir savoir quelles variables on garde, ou lesquelles pourraient avoir un problème avec des valeurs manquantes. Vu que ce sont des données catégorielles, il nous dit si on a un ordre dedans, et va nous dire combien on a de valeurs uniques. Les valeurs uniques, c'est typiquement, si on pose la question, est-ce que vous êtes content? Oui, non. Les valeurs uniques, c'est oui et non. Donc il y en a 2. Ici, c'est-à-dire qu'il y en a 4. Et ensuite, ici, on a le top des catégories. Donc ici, on a les 3 premières lettres de la catégorie. Des fois, ça n'aide pas à savoir. Mais ici, c'est le note quelque chose qui est la catégorie la plus fréquente. Et après, on a le reste. Et pareil pour le reste. Bref, et ça, on a pour toutes les variables. Maintenant ici on avait que des facteurs, donc c'est pas super intéressant. On va voir ce que ça donne avec d'autres types de variables. Alors donc on revient ici, on a notre présentation comme on avait avant, mais cette fois-ci il nous présente les colonnes, il va commencer avec les caractères, donc les chaînes de caractères, le texte. On en a 7, on a une colonne pour les dates et une colonne avec des valeurs numériques. Donc il va commencer d'abord par le tableau avec les chaînes de caractères, le tableau avec les dates, ensuite les données numériques. Donc on commence avec ce premier tableau, chaîne de caractères. Donc ici on a exactement la même chose dans l'ordre, sauf que cette fois-ci pour les chaînes de caractères il va simplement dire ok, quel est le nombre de lettres minimum, quel est le nombre de lettres maximum que peuvent avoir chaque caractère. Ensuite combien il y a de texte vide, combien il y a de valeurs uniques et combien il y a d'espace. Ensuite on passe aux dates, donc ici il va nous dire de nouveau ce qu'on sait ici, les missing et complete rate, il va nous dire la date la plus ancienne, la date la plus récente, et il va faire la médiane. Et ensuite, il va nous dire combien il y a de valeurs uniques. Et pour finir, pour les valeurs numériques, on a toujours la même chose pour les valeurs manquantes, mais cette fois-ci, il va nous donner la moyenne, l'écart type, le premier centile, le 25e centile, le 50e centile, le 75e centile et le 100e centile. Avec ici un histogramme qui n'apparaît pas bien, mais on va régler ça dans quelques instants. Donc ici, comme on a dit, on a un problème d'histogramme. Pour pouvoir le régler, il suffit juste de lancer cette fonction-là. Je vais la lancer dans la console, c'est mieux de le lancer dans la console, parce que ici on va pas pouvoir avoir d'interactivité. Donc là on a la console qui s'est ouverte, donc on colle ça ici, on lance, et il va nous dire que cette fonction va apporter une modification au système, on va dire Y pour yes, et on va lancer. Et maintenant, si je le lance dans la console déjà, je relance ce qu'on avait fait avant, vous voyez que là il m'ajoute un histogramme. Et même chose si je le fais ici, donc je viens de le lancer, on voit qu'il y a l'histogramme qui apparaît ici. Donc ça peut être assez pratique de l'utiliser. Donc maintenant on va aussi ajouter des valeurs manquantes dans propre parce que jusqu'à maintenant vous n'avez pas vraiment vu l'application des valeurs manquantes dans Schemer. Donc ici on va simplement chercher les valeurs manquantes. Donc ici on voit que il y a toujours des valeurs manquantes qui se répètent, notamment celle-ci ou celle-ci. Et nous tout ce qu'on va faire c'est qu'on va les récupérer, on va dire ok si dans nos données nous obtenons ça comme résultat, on va dire que c'est une valeur manquante, on va le spécifier. Donc ici on va le faire avec les conditions. Donc si vous ne savez pas comment gérer ça, on avait fait une vidéo sur le nettoyage des données et dans le futur on va faire aussi une vidéo spéciale sur les valeurs manquantes si vous le souhaitez. Donc ici on va préciser une liste de valeurs manquantes et ensuite on va l'appliquer à nos données propres. Donc on va d'abord les transformer en chaîne de caractères, sinon ça ne va pas forcément bien marcher. Et ensuite ici, on va encore appliquer à toutes nos données cette condition. Donc si la valeur fait partie de cette liste-là, alors mettre un NA. Sinon, garder la valeur de base.
Et ici en fait c'est toujours du tidyverse, et ici c'est dplyr, mutate all, c'est pour modifier toutes les variables présentes dans le tableau de données. Donc je vais lancer tout ça. Donc vous voyez que ça donne ça. Et maintenant ici vous voyez qu'on a une valeur manquante qui est apparue. Peut-être qu'on en aura d'autres par là, par exemple ici aussi. Bref, apparemment ça a fonctionné, donc on va pouvoir retirer ça et pour pouvoir tout mettre dans propre 2. Ok, maintenant on a tout ça dans propre 2, on a nos valeurs manquantes. Et on va pouvoir voir avec Scheme ce que ça change. Donc ici maintenant dans les endMissing, on a le nombre de valeurs manquantes pour chaque variable. Et ici dans le complete rate, on peut voir à quel point les données sont complètes. Et donc ici on peut voir que celle-là elle est complètement complète, mais qu'on a une variable ici qui a très peu de valeurs complètes. Donc ça peut nous aider ici en comparant. Ok, plus on est proche de 1, mieux la variable elle est. Plus on en est éloigné, plus il faudra la diagnostiquer ou la retirer. Et voilà, c'est tout pour la première partie. Alors là on a vu seulement qu'un aperçu, et dans la prochaine vidéo on va voir des packages beaucoup plus spécialisés dans l'analyse exploratoire. Et aussi on va reproduire le graphique qui est dans la miniature. Je vous rappelle aussi que tous les liens sont en description, et qu'on a aussi plusieurs vidéos sur R et les statistiques sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous balader et à voir ce qui vous plaît. Vous pouvez aussi nous poser des questions en description, et si vous avez aussi des propositions de vidéos, on est complètement ouvert. En attendant de vous voir pour la prochaine fois, portez-vous bien et à bientôt.